Apprendre à lire, à écrire et à compter, quitter le cadre familial et personnel pour s'instruire dans le cadre scolaire, passer presque plus de temps sur les bancs de l'école qu'avec sa famille quand on arrive au bout de la scolarité. Bref, si vous n'êtes pas effrayé par ce qui va suivre, c'est le temps de la question. Éducation nationale ou instruction nationale? C'est sur Capsule Éducation. Ah non, pas si simple que ça en fin de compte. On commencera avec un premier indispensable, c'est que créé en 1828 sous le nom du ministère de l'Instruction publique, puis renommé en 1932, c'est ainsi qu'est né notre ministère actuel, celui de l'Éducation nationale. L'indispensable du jour numéro 2, ce sera Eduscol qui nous le rappelle. Je cite: En France, l'instruction est obligatoire pour les enfants âgés de 3 à 16 ans, résidant sur le territoire français, quelle que soit leur nationalité. Parce qu'on adore ça, la difficulté, on va tenter quelque chose de fou avec les heures. Combien de temps passons-nous à l'école? L'enseignement primaire ne dépasse pas les 24 heures hebdomadaires en classe, ça nous donne dans l'ordre de 864 heures si l'on en croit toujours ce que dit l'ami Eduscol. Valable pour l'école maternelle et pour l'école primaire, parce que le mercredi est un jour sans école, et que la journée entière ne doit pas dépasser 5h30. Précision quand même pour le mercredi. En réalité, ça dépendra du DAZEN qui peut décider ou non d'accorder le mercredi matin libre, sinon, il peut effectivement y avoir cours sur cette demi-journée. Au collège, le jeu des options commence déjà à chambouler quelque peu les heures hebdomadaires et les rendre impossibles à estimer correctement. Il y a bien 26 heures de cours obligatoires, auxquelles on rajoute des heures de vie de classe et d'accompagnement. Forcément, l'emploi du temps grimpe, un minimum de 30 heures au final, si ce n'est plus pour les élèves qui prennent des options facultatives. Le lycée? Oh là là, c'est même plus la peine de compter là. Un emploi du temps lycéen était déjà plus ou moins différent selon que l'on soit en lycée général, technologique ou professionnel, ou même en CAP, mais les récentes réformes qui mélangent tronc commun et enseignement optionnel ont cassé pour de bon la classe traditionnelle, c'est-à-dire une classe pour chaque série. Un lycéen peut donc avoir un emploi du temps qui varie entre 25 heures et 35 heures, tout ça en fonction de ses options qui viennent compléter le tronc commun. Notons qu'en lycée professionnel, les heures de cours sont moins nombreuses pour deux raisons. La première étant que les lycéens partagent leur temps entre les classes et leur période de formation au milieu professionnel. Des stages donc, comme on dit. Hors période de crise sanitaire, les CAP ont obligation de faire entre 12 et 14 semaines, et les bacs pro entre 18 et 22 semaines sur tout le cycle. La deuxième raison, le lycée professionnel se découpe en deux types de matières, les matières générales et les matières professionnelles. Ce sont les matières générales qui perdent de plus en plus d'heures au profit de dispositifs, de conférences ou d'actions éducatives, ou le fameux chef-d'œuvre, nouvelle demande ministérielle qui occupe pas mal d'heures. Un lycée qu'on dépouille petit à petit de ses heures de cours, et les périodes de stage rétrécissent davantage l'année, et donc les apprentissages en classe. À la lumière de ces données, nous passons effectivement beaucoup plus de temps dans un établissement scolaire qu'à la maison. L'école devient presque notre second foyer, pour ne pas citer une sorcière fièrement écossaise à chapeau pointu de la jeunesse. C'est là que cet épisode arrive enfin à destination, sur la distinction entre école et maison. Quel est le rôle de l'école et quel est celui de la famille? Les mots ont une portée, ont un sens précis. Comment l'éducation nationale se définit-elle? Tout d'abord, le système d'enseignement français se base sur 5 principes que l'on peut retrouver sur le site du gouvernement. La liberté de l'enseignement, la gratuité, la neutralité, la laïcité et l'obligation scolaire. Là, c'est le moment où vous me ressortez l'article L111.1 du Code de l'éducation, celui qui dit que, attention, j'ouvre les guillemets, outre la transmission des connaissances, la nation fixe comme mission première à l'école de faire partager aux élèves les valeurs de la République. Fin de citation. Et je serai de bonne foi pour admettre qu'il s'agit là plus d'éducation que d'enseignement pur, c'est bien vrai. D'ailleurs, la transmission des connaissances a l'air de passer au second plan avec cet article. Mais laissez-moi enchaîner avec l'article L122.1.1 que voici. J'ouvre encore les guillemets, permettez. La scolarité obligatoire doit garantir à chaque élève les moyens nécessaires à l'acquisition d'un socle commun de connaissances, de compétences et de culture, auquel contribue l'ensemble des enseignements dispensés au cours de la scolarité. Le socle doit permettre la poursuite d'études, la construction d'un avenir personnel et professionnel, et préparer à l'exercice de la citoyenneté. Fin de citation. Un article décidément très intéressant, puisqu'il rappelle en fait qu'enseignement va de pair avec éducation pour un seul but, la construction de l'avenir de l'élève, ou la réussite si l'on veut employer les grands mots. Mais cette construction passe par l'enseignement et l'éducation réunis. Notez au passage le champ lexical. Transmission de connaissances, valeur d'un côté.
Connaissances, compétences, enseignement, scolarité, poursuite d'études, construction d'avenir et préparer à l'exercice de l'autre côté. Nous avons là des termes qui correspondent davantage au domaine de l'instruction que celui de l'éducation. Bon, et alors, le rôle des parents? On ne débattra pas de ce qu'est un bon parent ici, je n'ai pas la réponse et vous ne l'avez pas forcément non plus. Ce qu'il faut retenir de ce rôle, c'est que le parent, ou le responsable légal, est la personne vers qui l'enfant ira en premier, parce que c'est la première personne à être en contact avec l'enfant, tout simplement. C'est ici que le futur adulte va découvrir la vie et forger sa personnalité et une partie de son vécu, se trouver en somme. Ici qu'il apprendra le respect, la tolérance, le savoir-vivre et toutes les règles de base, la propreté de soi, l'empathie peut-être, et tant d'autres choses. Une présence nécessaire, mon vécu personnel me dirait que je ne saurais pas vraiment répondre à la question, mais une présence importante, ça oui, parce que c'est la période où l'enfant est encore enfant, qu'il se construit tout juste, jusqu'à ce qu'il soit temps de devenir élève. Un rôle d'éducateur pour les familles et responsables légaux donc. Les mots ont encore une importance, parce que qu'est-ce que l'éducation au final? Vous le savez vous? Le dictionnaire Larousse donne plusieurs possibilités. La première, c'est conduite de la formation de l'enfant ou de l'adulte. En deuxième, formation de quelqu'un dans tel ou tel domaine d'activité, dont ensemble des connaissances intellectuelles, culturelles, morales acquises dans ce domaine par quelqu'un, par un groupe. Troisième proposition, connaissance et pratique des bonnes manières, des usages de la société, en bref, le savoir-vivre. À la fois former à appréhender et à connaître ce qui nous entoure, mais aussi à former à la vie en société. Voilà ce qu'est l'éducation. Là encore, faisons appel au référentiel officiel avec les compétences communes attendues pour tous les personnels enseignants. Il y a d'abord construire, mettre en œuvre et animer des situations d'enseignement et d'apprentissage prenant en compte la diversité des élèves. Ensuite, organiser et assurer un mode de fonctionnement de groupe favorisant l'apprentissage et la socialisation des élèves. Troisième point, évaluer les progrès et les acquisitions des élèves. Tiens, encore enseignement et apprentissage, mais aussi diversité, donc tolérance, et socialisation, donc société. Progrès et acquisition, à la fois sur le plan disciplinaire et aussi de la formation, donc ce qui dépasse la simple transmission de connaissances. En y regardant de près, il est quand même évident que l'école, via ses enseignants et ses personnels non enseignants, contribue bien en effet à éduquer les élèves, en plus de les instruire. Alors, éducation ou instruction quand on parle de l'école? Faudrait-il renommer l'éducation nationale en instruction nationale, voire en enseignement national plutôt? Perte de temps, perte d'argent, mais la question mérite d'être posée, surtout dans notre école actuelle. Parce que oui, l'école est là pour former, mais former dans un contenu disciplinaire. Ouest France a publié récemment un article appelé « Faites-vous confiance aux enseignants pour éduquer vos enfants ». Et j'ai envie de dire, qui de mieux qu'un enseignant pour rappeler ses missions? Un collègue l'a fait via Twitter, sous ces mots très justes et très simples que je vais me permettre de vous lire. Je cite « Je ne suis pas là pour éduquer les élèves, ce n'est pas mon métier, je suis là pour instruire, transmettre un savoir disciplinaire, et il a ajouté entre parenthèses, et une légère éducation à l'apprentissage du comportement individuel en groupe, normalement déjà intégré. » Voilà le cœur de notre question, parfaitement résumé en un seul message de 280 caractères maximum. L'école est là pour instruire et accompagner la formation des jeunes gens. Mais qui éduque? Qui donne les bases d'une vie en société? Ce sont les familles, évidemment, en apprenant à l'enfant le savoir-vivre, la politesse, les valeurs humaines et ses principes, et plus, tellement plus. Tout ça est renforcé par l'école, mais pas initié par l'école. Chacun a un rôle, et celui de l'enseignant n'est pas d'éduquer, mais bien d'enseigner, d'instruire, comme le faisait remarquer la première appellation de notre ministère. Je vous rappelle, instruction publique. Outre l'aspect politique que je n'aborderai pas ici, mais que vous pouvez notamment retrouver sur le blog EducPro de Claude Lelièvre, il y a une observation qui n'a rien de politique. L'appellation de certains éléments, tout simplement. Voyons voir, communauté éducative, assistant d'éducation, conseiller principal d'éducation, système éducatif même, et éducation aux médias et à l'information, éducation au développement durable, projet éducatif, bref. Pourquoi je n'inclus pas l'éducation positive ou bienveillante par contre? Parce qu'elle n'appartient pas à l'école en réalité, mais bien aux familles et aux responsables légaux. Oui, même si le mot bienveillance est quasiment présent dans toutes les phrases ministérielles. Si l'éducation aux médias ou au développement durable ou autre même mérite ce nom puisqu'il s'agit bien d'un sujet de société, le reste interroge beaucoup quand même. Faudrait-il utiliser le mot pédagogie à la place pour rappeler la place de l'instruction? C'est qu'il ne s'agit pas seulement d'instruire sur un sujet, mais d'éduquer, de sensibiliser même.
L'instruction semble en tout cas être reléguée au second plan. À quoi vaut-on cela? Au simple fait qu'aujourd'hui, apprendre à lire, à écrire et à compter, tout ça ce n'est plus le moteur principal comme l'indiquent les réformes des dernières années. Moins d'heures pour chaque matière, donc moins d'heures pour apprendre les bases, tout ça pendant qu'on donne des heures à d'autres projets certes intéressants et innovants, mais qu'en est-il des savoirs disciplinaires fondamentaux, de moins en moins pris en compte dans les hautes sphères pour des conséquences hélas trop immédiates sur nos élèves et nos collègues. Quand bien même on garderait toutes ces heures pour enseigner, il faut bien aussi rappeler que désormais, il y a plus de discipline dans un cours que le cours en lui-même. Les comportements des élèves posent de plus en plus problème au sein même de la classe, jusqu'au point qu'à certaines heures, il n'y a qu'une dizaine de minutes de cours contre 50 ou 40 autres passés à rappeler aux jeunes leur posture d'élève, ou leur non-posture d'élève dans le cas qui nous intéresse. Mais aussi, tout est fait pour confondre instruction et éducation. Dans les communications officielles comme dans les médias, dans les échanges qu'il peut y avoir entre famille et école, entre élèves et école même. Que dire quand des médias se permettent d'entretenir le doute avec des questions aussi pernicieuses que celles de l'éducation non pas par les parents, mais par des profs? Insinuer qu'éduquer l'élève est la mission première de l'école, alors que c'est bien celle des parents. Les parents qui passent certes moins de temps avec l'enfant une fois lancé dans la scolarité, mais qui sont là aussi au premier pas de sa vie. Un exemple simple pour l'école primaire. Est-ce aux enseignants et aux ATSEM de garantir la propreté non acquise des jeunes élèves? Si la réponse est oui, c'est qu'effectivement, le ministère porte très bien son nom. Si vous hésitez, c'est que vous savez que quelque chose n'est pas à sa place. Que dire quand les parents eux-mêmes s'avouent démissionnaires de leur mission d'éducateur, qu'ils attendent de l'école qu'elle colmate les manques? Bien évidemment, en allant sur ce terrain-là, il faut aussi rappeler que toutes les familles n'ont pas les moyens d'éduquer leurs enfants. C'est comme ça, il y a aussi un aspect social évident qu'il convient de garder en mémoire. Et si on se parlait de coéducation plutôt? Ce concept pédagogique s'impose de plus en plus dans le fonctionnement de nos établissements. Il s'agit simplement de favoriser les apprentissages de l'élève en assurant un suivi collaboratif entre les familles et l'école. Chaque rôle est alors essentiel et accepté par tous les participants. Les parents posent les bases de l'éducation et du savoir-vivre, de la vie en société et de la formation citoyenne, et se posent en premiers éducateurs. L'école vient alors instruire et transmettre des savoirs disciplinaires, puis accompagner l'éducation des parents en renforçant les valeurs. Mais ça c'est de la complémentarité, de la coéducation, pas autre chose. Parce que chacun a véritablement sa place, et chacun vise un objectif avant tout. En principe en tout cas, on est d'accord. La réussite et l'épanouissement scolaire, professionnel, et personnel aussi, il faut le dire, de l'élève ou de l'enfant selon le point de vue. Parce qu'il y a bien une différence à appliquer entre l'enfant et l'élève. Alors, mon avis personnel, il se trouve qu'une de mes enseignantes de lycée disait à la classe qu'on passait plus de temps en cours que chez nous et qu'elle avait parfois l'impression d'être notre mère. Et tout récemment, l'un de mes collègues rappelait fermement qu'il n'était pas là pour éduquer ses étudiants, mais pour enseigner. Sur le coup, on en rigole, mais après, les mots prennent un sens. Et moi qui suis personnel de vie scolaire, qu'est-ce que je vois régulièrement? Je vois que je dois davantage éduquer les jeunes que les accompagner dans leur formation. Faire la police parfois parce qu'ils ne savent plus comprendre le respect et la fermeté, bref, leur rappeler des savoirs qu'ils devraient déjà avoir acquis via leur éducation familiale. On est bien d'accord que toutes les familles ne sont pas en mesure de fournir cette éducation entièrement pour une raison ou pour une autre, mais est-ce à l'école de pallier tous ces manques? On peut pallier comme on veut, on peut, bien sûr, avec les moyens du bord et le soutien. Mais par contre, on ne peut pas se substituer. J'en sais quelque chose par mon vécu personnel. Et voilà comment je me situe. Je ne suis pas là pour éduquer, je suis là pour accompagner, sécuriser et participer à la formation en m'assurant que les conditions soient optimales à chacun, élève comme collègue d'ailleurs. Et ça, je ne suis plus en mesure de le faire dès lors qu'on comprendre à la fois les parents et le ministère, dès lors qu'on me demande, m'ordonne de me substituer aux familles sur des savoirs aussi fondamentaux que ceux du savoir-vivre, du vivre ensemble, du respect. Éducation nationale, d'accord. Instruction nationale, tant pis, c'est pas pour maintenant. Mais garderie nationale, mes élèves méritent mieux, mes collègues méritent mieux. L'école est simplement une affaire de coopération. Je sais, je vous le répète tout le temps, mais c'est important, c'est vraiment de la coopération. Instruire et éduquer ensemble. Mais ça, c'est pour plus tard, quand on aura redéfini nos rôles et nos limites, quand l'éducation nationale sera réellement l'école ouverte à tout le monde, un lieu de formation et d'apprentissage, un lieu sécurisé aussi si possible, mais pas une entreprise qui survend sa communication. Ah, il y a du boulot? Ah ça, j'en doute pas.
Notre école actuelle a semble-t-il baissé les bras sur l'enseignement et l'instruction au profit de l'éducation. La faute à qui? Pas vraiment de responsable clairement défini, entre les pertes d'heures d'enseignement, la démission des parents ou des élèves, les inégalités qui se creusent à tout niveau, les décisions ministérielles éloignées du terrain et l'importance que l'on donne à l'éducation. Il est vrai qu'on s'y perd dans nos propres missions. Mais pourtant, il y avait un objectif de départ assez simple. Favoriser la réussite et l'épanouissement de nos élèves. Alors, qu'est-ce que vous en pensez? La communauté éducative est-elle encore en capacité de lier instruction et éducation sans favoriser l'un sur l'autre? Allez, mercredi sur Capsule Éducation, même horaire, même endroit. Parlons donc de celui qu'on considère, à tort ou à raison, comme l'ennemi public numéro 1. Ah non, pas celui-là. Pas maintenant. Non, là on va parler du chef d'établissement. Portez-vous bien et ne baissez pas les bras.